Ça en dit quand même long sur le fait que Google est devenu prépondérant dans la vie d'énormément de gens quand on en vient à parler de dégooglisation pour dire qu'on veut retirer Google de son quotidien. Aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise Google. Tu vas sur Internet, tu commences par Google. T'as une adresse email, c'est une adresse Google. Tu partages un fichier, le Drive, c'est Google. On en oublierait presque que ça n'a pas toujours allé de soi. Parce qu'à la fin des années 2000, Google était déjà devenu incontournable en tant que moteur de recherche, mais c'était presque tout. Et c'est marrant parce qu'étant né à la fin des années 1990, c'est dans les années 2010 que je venais d'entrer au collège et que j'ai vraiment découvert les ordinateurs. Du coup, j'ai été juste assez grand pour suivre petit à petit l'OPA de Google sur Internet. D'abord sur les vidéos avec Google Vidéo, parce que oui, ça existait, jusqu'à sa fusion avec YouTube, puis sur les navigateurs Internet avec Google Chrome qui avait mis quasiment tout le monde d'accord à l'époque de sa sortie, sur les clients mail avec Gmail, sur les réseaux sociaux avec Google+, sur le stockage de fichiers en ligne avec Google Drive, sur les téléphones avec Android. Vous avez repéré l'intrus? Au cours de la décennie des années 2010, Google a petit à petit pris une place considérable dans nos vies. Et malgré quelques pas de côté, comme l'échec de leur plateforme de cloud gaming Stadia, ça n'a pas l'air trop près de changer. Pour compléter leur liste de courses, ils sont petit à petit en train de s'imposer dans le domaine des ordinateurs portables, avec les Chromebooks, des PC qui embarquent leur distribution Linux maison, Chrome OS. Les services de Google ont l'avantage de reposer sur 2 décennies de collecte et d'analyse de données et de perfectionnement de leurs différentes technologies, ce qui leur donne un énorme avantage sur une grande partie de leurs concurrents. Aujourd'hui, les services proposés par Google sont bien souvent les meilleurs dans leur domaine. Mais vous savez ce qu'on dit ? Quand on s'est fait avoir, en général, on s'en rend compte seulement après s'être fait avoir. Ce qui est logique. Maintenant que j'y pense. Le fait est que le modèle économique de Google est principalement basé sur la publicité, et plus encore que sur la publicité ciblée. Les services de Google sont pour la plupart gratuits, mais lorsque vous les utilisez, Google place des cookies dans votre navigateur, qui lui permettent d'enregistrer tout un tas de données sur vous. Les sites sur lesquels vous allez, les contenus que vous regardez, les produits que vous achetez, Google collecte un très grand nombre de données personnelles de ses utilisateurs afin de dresser un profil de ces derniers et de leur envoyer par la suite des publicités qui ciblent leur centre d'intérêt. Tu es allé acheter une console de jeu sur Amazon, les pubs que tu visionnes sur des sites internet vont automatiquement se mettre à te proposer des jeux. La raison à ça, c'est bien évidemment que plus les publicités qu'on voit se rapprochent de nos centres d'intérêt, plus on a de chances de cliquer sur le produit. Et comme Google se rémunère au clic, plus il y a de clics, plus ils se font de l'argent. Sauf que cette collecte de données personnelles pose plusieurs problèmes. Outre le fait qu'évidemment tout faire pour qu'on clique sur un maximum de publicité et qu'on achète des produits derrière est un appel au consumérisme pour acheter des trucs dont on n'aurait pas forcément besoin, il y a évidemment la question de la protection de nos données. Si l'on permet à des entreprises de collecter des données sur ce qu'on fait au quotidien, on leur permet à terme de posséder énormément d'informations sur nous, sans qu'on puisse vraiment contrôler où ces informations vont aller, et par qui et pourquoi elles vont être utilisées. Comme le montre l'exemple de la Chine, ça peut être très facile pour un État de s'accaparer ces données afin de renforcer son contrôle sur une population. Notez d'ailleurs que ce problème ne concerne pas que Google. Il est également présent chez de nombreux autres acteurs de la technologie, comme Facebook, Amazon ou, de l'autre côté de l'océan Pacifique, Huawei. C'est principalement à partir de 2013 que le grand public a commencé à s'intéresser à ce problème, suite aux révélations faites par Edward Snowden, un ancien agent du renseignement américain, sur l'ampleur de la surveillance de masse qui était réalisée par l'agence américaine NSA, mais pas que, et ce dans le monde entier en utilisant justement la collecte de données personnelles par de grandes entreprises. Ça fait qu'aujourd'hui, il existe une véritable demande pour davantage de respect de la protection des données personnelles des utilisateurs. C'est pour cette raison qu'existe désormais en Union européenne le RGPD, une réglementation qui oblige les sites à demander le consentement de ses utilisateurs avant de pouvoir collecter leurs données personnelles. Et c'est aussi pour ça que maintenant, certains sites donnent carrément le choix, si on veut accéder à leurs services, entre accepter la collecte des données personnelles et prendre un abonnement, ce qui est assez logique et nous rappelle qu'en définitive, rien de tout ça n'a jamais vraiment été gratuit. C'est juste que jusque-là, le produit, c'était nous. Et le fait est qu'aujourd'hui, la collecte des données personnelles des utilisateurs par Google n'a pas spécialement ralenti. Et même si pour nous autres Européens, le RGPD a mis fin à certaines pratiques, ça ne les empêche pas d'utiliser beaucoup de moyens pour malgré tout récupérer les données des utilisateurs, et ce notamment par l'intermédiaire du système d'exploitation le plus utilisé au monde,
Android. Android permet en effet à Google, même s'ils ne sont bien sûr pas les seuls à le faire, de récupérer un grand nombre de données sur leurs utilisateurs, au point que certains le qualifient même de logiciel espion. Cette collecte se fait à la fois par le biais d'Android lui-même, mais aussi par celui des applications, qui embarquent en leur sein un certain nombre de pisteurs ayant pour but de récolter certaines données personnelles. Or, à l'image du reste de Google, il est aujourd'hui devenu difficile pour un grand nombre de personnes de se passer des services proposés par Android, ou plutôt des milliers d'applications proposées par le Play Store. Mais dans le même temps, la demande pour une informatique qui ne collecte pas les données personnelles des utilisateurs et respecte leur vie privée est devenue de plus en plus importante. On chercherait donc un téléphone qui puisse offrir les mêmes services qu'Android, mais sans la partie où on récupère plein d'informations sur les utilisateurs au passage. Ah, bah voilà, ça m'aura pas pris tant de temps que ça de faire la transition vers le sujet de la vidéo. À peine 200 pages de script. Car Android possède un avantage, c'est que la base de ce logiciel est entièrement open source, ce qui signifie que n'importe qui peut l'utiliser pour créer son propre système pour téléphone avec elle. Et qu'en toute logique, ce système sera compatible avec les applications du Play Store. Au cours des dernières années ont donc émergé un certain nombre de projets dont l'objectif était de prendre une base Android et d'en retirer l'intégralité des outils de collecte de données de Google. CalyxOS, YodayOS, GrapheneOS... Mais celle qui m'intéresse le plus, dont je vais vous parler aujourd'hui et que j'utilise depuis plus d'un an maintenant, s'appelle iOS. Non, pas I comme le I comme le E anglais. Voilà, et il faut rajouter des slash autour du I. Non, les slash, les barres slash. Voilà. Ouais, ils se sont un peu compliqués la vie sur le nom. I, dont le nom est d'ailleurs particulièrement relou à taper dans un navigateur, a été fondé fin 2017 sous le nom iHilo par Gaël Duval, une personnalité connue du monde des alternatives libres, puisqu'il avait déjà créé le système pour ordinateur Mandrake, qui se voulait déjà, à l'époque, une alternative à Mac et à Windows. Si aujourd'hui Mandrake n'existe plus, il a engendré un certain nombre de descendants dont le plus connu s'appelle Mageia et est toujours bien en activité aujourd'hui. Très rapidement, le projet change de nom pour être renommé provisoirement I ou /I selon les prononciations qu'on choisit, pour des problèmes de marque. Aujourd'hui, le projet a décidé d'adopter un nouveau nom, définitif cette fois-ci, Murena, même si nous ne sommes qu'au tout début de cette transition et que ce nom de marque n'apparaît pour l'heure que sur leur site internet. I compte aujourd'hui environ 20 000 utilisateurs actifs, dont moi, et est en partenariat avec les marques Fairphone et Gigaset qui leur permettent de vendre des téléphones neufs avec leur système installé, mais aussi des téléphones reconditionnés, principalement issus de la marque Samsung. Le principe de I, c'est ce qu'ils appellent la Privacy by Design, ce qui signifie qu'il a été conçu pour respecter la vie privée de ses utilisateurs et ne pas être capable de collecter leurs données. Ce qui n'empêche pas forcément les applications de le faire, mais ça on va y revenir. I propose un petit catalogue d'applications de base, un SMS, un calendrier, un navigateur, etc., ainsi que des services de synchronisation de contacts et de fichiers par l'intermédiaire d'un compte I qui n'est toutefois pas obligatoire et que vous pouvez remplacer par un compte Nextcloud, ou que vous pouvez tout simplement choisir de ne pas utiliser si vous n'en avez pas l'envie. À l'heure actuelle, iOS est toujours en version bêta, ce qui signifie qu'il n'est pas totalement fini. Mais vous vous doutez bien que si je l'utilise depuis plus d'un an, c'est parce que j'arrive à m'en servir sans rencontrer trop de problèmes. Il existe différentes manières de l'obtenir. Déjà, il y a la possibilité d'installer le système sur votre téléphone, et ça tombe bien parce que i est disponible sur un grand nombre d'appareils compatibles avec Android. Néanmoins, pour la majorité des téléphones, vous serez contraint de passer par le processus d'installation classique qui est compliqué. En revanche, si vous avez du bol et que vous possédez l'un de ces modèles-là, vous avez la possibilité de passer par l'installateur facile. C'est un logiciel qui va concrètement faire le boulot pour vous et installer petit à petit iOS sur votre téléphone. Je l'ai récemment utilisé sur mon ancien smartphone, un Samsung Galaxy S4 un peu amoché, et ça a plutôt relativement bien marché. Malgré tout, vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas très à l'aise dans l'art de la bidouille, le plus simple reste d'acheter un téléphone avec i préinstallé dessus. Pour cela, il faut se rendre sur le site officiel de i, ou plutôt sur les sites officiels, vu qu'il y en a un pour chaque service avec des URL un peu chelous à chaque fois. Et si je devais commencer par là, mes précédentes expériences d'achat sur ce site étaient loin d'être parfaites. D'une part parce que certains éléments ne sont pas encore traduits en français, et d'autre part parce qu'on est parfois accueilli par des bugs. Lorsque j'y suis revenu il y a quelques mois pour acheter de l'espace de stockage drive, le processus d'achat a été un peu laborieux et s'est terminé par un magnifique erreur 404. Et heureusement que derrière mon espace de stockage s'est bien activé et que j'ai reçu le mail de confirmation, sinon j'aurais eu peur d'avoir jeté mon argent dans le vide. Néanmoins, pour reconnaître
connaître les bons points, le site i est à l'image de la philosophie de la fondation puisqu'il ne contient pas le moindre pisteur et ne collecte aucune de vos données au cours de la navigation, ce qui explique pourquoi on est obligé de remettre la langue française à chaque fois qu'on passe d'un site à l'autre. En outre, il est quand même très complet et son design s'est léché au cours du temps pour atteindre quelque chose de relativement ergonomique. Cette longue mise au point étant effectuée, on va enfin pouvoir commencer à parler du système en question. La première chose que je me demande avec iOS, c'est pas tellement est-ce qu'il est utilisable au quotidien, parce que le fait est que, oui, il est utilisable au quotidien. La question à se poser serait donc plutôt, est-ce que iOS est utilisable au quotidien par un débutant, sans rencontrer trop de problèmes? Et vous vous en doutez, la réponse va être sans surprise... vous allez voir. Lorsqu'on allume i, on est accueilli par un launcher assez éloigné des standards d'Android. Le Bliss Launcher, comme il s'appelle, est un sacré coup de cœur en ce qui me concerne, même s'il est difficile de ne pas voir qu'il s'inspire très lourdement du launcher de l'iPhone. Les similitudes sont assez évidentes quand on compare les deux, mais ce n'est pas une critique, bien au contraire. L'objectif d'i est de proposer une expérience simple et ergonomique, et à titre personnel, j'ai toujours été très fan de la simplicité et de l'ergonomie du launcher de l'iPhone, là où celui de Samsung, que j'ai eu pendant 2 ans, était plus relou à comprendre et à utiliser. La partie réglage est la même que celle d'Android, avec pas mal d'options de personnalisation si d'aventure vous en avez besoin. Les paramètres sont assez complets, toutefois je remarque que l'outil de recherche est modérément efficace, ce qui va parfois vous obliger à chercher un peu. Vous avez la possibilité d'ajouter les widgets sur un écran séparé, qui sont assez nombreux mais dont vous ne pouvez pas définir l'ordre manuellement, ce qui là aussi est quand même un petit peu ballot. D'autant plus que le widget météo, que vous ne pouvez pas retirer, ne marche qu'avec la géolocalisation puisque définir un emplacement personnalisé ne fonctionne pas. Certains se plaindront aussi du fait que les applications de base ne sont pas désinstallables, mais personnellement ça ne me dérange pas. Je trouve ça normal parce qu'on veut éviter que les utilisateurs ne cassent leur téléphone tout seul en supprimant la mauvaise appli. En revanche, il n'est pas possible à l'heure actuelle de les désactiver, à l'exception notable de musique et maps pour une raison que j'ignore. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est dommage, parce que du coup, on n'a aucun moyen de cacher les applications de base dont on ne se sert pas. Pour ma part, j'ai donc créé un dossier app inutile pour les ranger, mais c'est quelque chose que j'aurais pas dû avoir à faire. Néanmoins, si j'ai bien compris, c'est une fonction qui va être implémentée dans les versions futures. Un dernier truc pour la route, quand on utilise un OS basé sur l'idée de respect de la vie privée, on est amené à vouloir utiliser des applications web, c'est-à-dire des sites web encapsulés dans des applications, qu'on crée directement avec son navigateur internet. Et alors, autant ça marche impeccable avec mon Fairphone, autant sur mon Samsung, le launcher semble avoir toutes les difficultés du monde à gérer les icônes des applications qui ont tendance à apparaître floues et je trouve dommage qu'on ne puisse pas personnaliser les icônes des applications web. En fait, une fois que vous avez fait vos réglages, iOS s'avère être un système très stable et très fluide. J'en veux pour preuve que quand j'ai remplacé mon Samsung Galaxy S4 par un Fairphone 3 il y a quelques années, celui-ci était vraiment à la ramasse. Certaines fonctions de base comme la rotation automatique ne fonctionnaient même plus et il laguait à mort. Du coup, moi, bêtement, je me suis dit que le problème devait venir du téléphone, dont les composants étaient en train de mourir de vieillesse, peut-être par obsolescence programmée. Alors que depuis que j'ai installé iOS dessus, bon, l'expérience n'est pas parfaite, notamment au niveau de la batterie, mais elle est incomparablement meilleure que ce qu'elle était quand il y avait Android dessus. Et c'est là qu'on va pouvoir s'intéresser à la partie la plus intéressante de ce système, les applications. Comme tout système pour téléphone qui se respecte, iOS arrive avec un petit groupe d'applications couvrant tous vos besoins de base. Une horloge, un magnétophone, une calculatrice, etc. Toutes les applications proposées sont des applications libres qui ont été légèrement modifiées pour afficher un peu plus d'unicité dans l'interface. Et évidemment, ces applications sont un peu les organes du système, et il y a intérêt à ce qu'elles fonctionnent bien parce que sinon, on a tôt fait d'abandonner. Alors, je vais vous le dire tout de suite, toutes les applications que j'ai utilisées fonctionnent à peu près bien. Pour être plus précis, les applications horloge, calculatrice, téléphone, message, browser, enregistreur, contact, fichier et galerie fonctionnent sans aucun problème et sont, à mon sens, parfaitement ergonomiques. Calendar, tâches et notes fonctionnent très bien mais gagneraient à avoir une interface plus soignée. Et enfin, apps, mail, maps et photos fonctionnent mais ont souvent eu des bugs parfois importants. Maintenant, faisons une analyse au cas par cas. L'horloge est très fonctionnelle et très pratique. Je n'ai rien à dire sur cette appli qui fonctionne parfaitement et possède l'énorme avantage de la simplicité, étant même plus facile à configurer que l'appli d'horloge de mon ancien Samsung. Calculatrice, c'est une calculatrice quoi. J'aime le fait que les options historiques et calculatrices scientifiques soient accessibles en un swipe, là encore une appli parfaitement designée et qui fait son job. Téléphone est une application là encore très bien fichue et simple d'utilisation.
tellement bien que je n'utilise presque jamais l'appli Contact qui n'a aucun problème particulier, simplement que l'appli téléphone permet déjà de faire ce que je fais avec mes contacts, aka en rajouter et en enlever, et là encore, quelques options simples, accessibles en un swipe. Et c'est là qu'on arrive à ce qui est peut-être l'application la plus intéressante, l'App Store. Son App Store est potentiellement la plus grande réussite d'I. Son objectif est de fournir une alternative crédible au Play Store en proposant pas moins de 60 000 applications, issues à la fois du Play Store justement, mais aussi de F-Droid, qui est un magasin alternatif composé exclusivement d'applications open source. Vous pourrez donc y retrouver les habituels Facebook, Twitter, Instagram, si telle est votre volonté, mais là où l'App Store D est vraiment cool, c'est qu'il attribue à chaque application une note de respect de la vie privée, basée sur le nombre de pisteurs contenus dans l'appli et qui vont récolter vos données sans consentement, ainsi que sur le niveau d'accès que cette appli a à votre téléphone. A noter cependant, l'App Store D ne permet pas pour le moment d'avoir accès à autre chose qu'aux applications gratuites du Play Store, donc les applications payantes ne sont pas là. De plus, même si Apps couvre quand même une très grosse variété d'applis, il arrive parfois que certaines, notamment pour des trucs un peu fonctionnels, ne soient pas disponibles. C'est par exemple le cas de certaines applications bancaires comme le Crédit Mutuel ou la Société Générale. Le deuxième souci que m'a posé l'App Store, c'est que certaines applications ne veulent tout simplement pas se mettre à jour avec lui, sans que je ne sache pourquoi. C'est par exemple le cas de Tous Anti-Covid, l'appli du gouvernement. Si on clique sur mettre à jour, ça va simplement tourner dans le vide et ne rien mettre à jour du tout. Pour ces raisons, je vous conseille de télécharger à côté l'Aurora Store, qui est en fait un miroir du Play Store, et vous permet donc de télécharger les applications qui pourraient vous manquer et de les mettre à jour. Bref, continue. Maps, ou plutôt Magicers, est de loin la meilleure alternative libre, pas totalement open source mais pas loin, à Google Maps, presque capable d'égaler cette dernière en termes de rapidité d'exécution et tout aussi précise sur ses itinéraires, bien que sa banque de données soit un peu moins complète. Un must donc, du moins quand elle fonctionne. Même si ça fait maintenant un bon moment que je n'ai plus eu de problème, il est arrivé par le passé que les itinéraires bug en cas de mise à jour. Et là où ça devient drôle, c'est qu'en juillet dernier, elle a tout simplement décidé de ne plus afficher les itinéraires en métro, ce qui, vous en conviendrez, sur Paris est assez handicapant. Ils ne se sont remis à marcher que 5 mois plus tard et je peux donc de nouveau l'utiliser. En attendant, je me servais d'OSMand, une autre application, open source pour le coup, qui fonctionne globalement bien mais est moins belle, pratique et rapide que Magicers. Notez que ça fait bientôt 3 mois que je n'ai plus eu le moindre problème, donc peut-être que c'est définitivement réglé et que si vous ne prenez pas le train, ce n'est pas un problème dont vous devriez vous inquiéter. Notez d'ailleurs que Magicers fonctionne également si vous n'avez pas internet, il vous suffira simplement de télécharger les cartes au préalable. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas avec Maps. Pourquoi Paris s'appelle Lutèce ? Parce que quand je cherche Paris dans les adresses, je trouve la bonne adresse. En plus, c'est bien marqué Paris sur l'image. Donc, pourquoi est-ce que les adresses sont indiquées comme étant à Lutèce ? C'est quoi ? Il y a un copyright dessus ? Message maintenant est une appli qui fonctionne super bien. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est une appli de message classique mais fonctionnelle. Elle ne permet pas de faire des envois groupés, mais en revanche, vous pouvez programmer des messages, ce qui est plutôt pas mal. Passons maintenant à Browser. Bon, rien à dire de spécial, c'est un navigateur bien fichu avec bloqueur de pub intégré pour la protection de la vie privée, impec. Son seul problème, au final, c'est qu'il ne dispose d'aucun outil de synchronisation pour, par exemple, récupérer les mots de passe et les favoris du navigateur de son ordinateur. Ceux qui ne le font pas n'auront donc aucun problème, mais personnellement je le fais, raison pour laquelle j'utilise l'application Firefox. En revanche, là où Browser va être très pratique, c'est pour la création d'applications web. Forcément, comme beaucoup d'applications comme Uber Eats, Facebook, Twitter utilisent des pisteurs pour récupérer certaines données personnelles, ça peut être un meilleur parti, si vous en avez vraiment besoin, de transformer la version mobile en web application en utilisant la fonction ajoutée à l'écran d'accueil de Browser. Notez que Firefox peut le faire aussi, mais que le résultat est moins beau. Calendar, alors en soi pas de souci particulier avec cette appli, elle marche, mais c'est là qu'on atteint le souci quand on veut toucher le grand public, car là où Horloge est par exemple parfaitement équilibré au niveau
niveau des options disponibles, l'ajout d'un événement dans Calendar présente beaucoup trop de possibilités, qui sont en plus mal séparées les unes des autres. Nom de l'événement, lieu, date de début, date de fin, fuseau horaire, invité, description, fréquence, rappel, disponibilité, confidentialité, il y a trop de trucs. Quand on compare avec une autre alternative libre, Simple Calendar, ça saute aux yeux. Il y en a une qui est clairement plus simple que l'autre. En dehors de ça, ça reste une appli qui fonctionne bien et permet de synchroniser ses données, notamment avec un compte i, mais pas que. Même chose pour Tâche, que j'utilise d'ailleurs au quotidien, là aussi c'est une application qui marche sans souci, mais qui gagnerait à avoir une interface plus soignée et moins d'options. On arrive alors à l'application Note. Et là, Note est basée sur Nextcloud Note, une application de notes et de synchronisation de notes, et le problème, c'est qu'elle ne vous laisse pas le choix. Vous êtes obligé d'avoir soit un compte i, soit un serveur Nextcloud si vous voulez vous en servir. Et sinon, rien à faire, vous resterez bloqué sur l'écran d'accueil. Et alors, c'est pas tout à fait de la faute d'I en l'occurrence, ils ont choisi cette application parce que leur objectif, on y reviendra, c'est de proposer des services comparables à ceux de Google et d'Apple en matière de connectivité, et comme ils utilisent les technologies de Nextcloud pour les services du compte I, c'est un peu logique de s'en servir aussi pour les applications. Mais du coup, pour un utilisateur qui n'en a pas besoin, ce que j'étais à l'origine, c'est quand même pas très malin. Bon, maintenant, une fois qu'on a un compte i, on peut effectivement s'en servir, et c'est une appli qui fonctionne très bien, mais dont je reprocherais là aussi que certains trucs sont pas très intuitifs et qu'il n'y a pas de page d'aide. Par exemple, pour mettre un texte en gras, vous êtes obligé d'utiliser des astérisques autour du texte, et c'est pas indiqué dans l'application, faut le trouver tout seul. Par ailleurs, les to-do list ne fonctionnent pas. Même si, à titre personnel, j'utilise désormais Note sans souci et m'en accommode très bien, vous pourriez être tenté d'utiliser Fairnote à la place, une application open source qui marche bien. Mail, bon, en soi, j'en ai juste pas l'utilité, je préfère utiliser ProtonMail pour mon adresse Proton et un raccourci Firefox pour mon adresse personnelle. L'appli est tout à fait fonctionnelle à 2 détails près, les dossiers doublons qui se sont créés tout seuls et aussi les titres de dossiers chelous avec le nom qui est marqué 2 fois, dont une fois entre parenthèses. On en arrive à l'appli caméra, et alors là, par contre, ça fonctionne pas bien. C'est très probablement spécifique au Fairphone 3, car le problème n'était pas présent, ou en tout cas beaucoup moins prononcé, sur mon vieux Samsung, mais sur le Fairphone, les photos mettent chaque fois 2 bonnes secondes à être traitées par l'application, et le rendu de sortie est dégueulasse. Pour des raisons logiques, je l'ai donc remisé dans les applis inutiles et les remplacé par Edgecam 2. Enregistreur ensuite fonctionne très bien, de façon propre et simple, et vous l'aurez remarqué, mais c'est grâce à elle que j'ai enregistré les captures vidéo de cet épisode, ce qui, j'imagine, devrait suffire à vous prouver qu'elle marche. Contact maintenant est une très bonne application qui permet elle aussi la synchronisation en ligne avec un compte. Les options sont relativement nombreuses mais elles sont claires et ça reste facile à comprendre. Vous pourrez ajouter pas mal de trucs, comme une photo de vos contacts et un certain nombre d'informations, que vous pouvez ensuite synchroniser avec d'autres applications comme les anniversaires avec Calendar par exemple. Concernant Fichiers, c'est une application qui marche beaucoup mieux depuis un certain temps et je n'ai plus du tout à m'en plaindre. Elle permet de naviguer entre les fichiers, de déplacer des fichiers, bref, les fonctions de base. Pour les ouvrir, elle fait appel à la galerie pour les images et les vidéos, mais aussi à PDF Viewer Plus pour les PDF, et on regrettera l'absence d'un outil de traitement de texte, raison pour laquelle j'ai téléchargé l'application Collabora Office. D'ailleurs, PDF Viewer Plus a un léger souci, c'est qu'elle se met en mode sombre en même temps que le reste du système, sauf qu'il est impossible à désactiver manuellement depuis l'application, ce qui rend par exemple impossible de lire des QR codes. En outre, Fichier dispose d'une fonction de synchronisation avec votre Drive, dont le seul problème est qu'elle ne se fait pas automatiquement. Pour ça, vous devrez télécharger une application tierce, Nextcloud en ce qui me concerne, et derrière, vous pourrez accéder directement à vos fichiers synchronisés depuis l'application Fichier. La galerie, quant à elle, fonctionne tout à fait proprement et sans aucun problème majeur. Le souci, pour moi, qui est un peu bête, c'est que si vous prenez une photo, que vous cliquez dessus pour aller la regarder et que vous voulez la supprimer ensuite, vous ne pouvez pas directement le faire depuis l'outil de la galerie rattaché à l'appareil photo. Vous êtes obligé d'aller dans l'appli Galerie pour la supprimer depuis là. Et je sais pas pour vous, mais je trouve que ça rallonge un peu le processus, raison pour laquelle j'utilise Simple Gallery. Mais c'est vrai que c'est un peu du pinaillage. Enfin, on termine avec musique, et là, tout pareil. Cette appli a le même défaut que la plupart des applis de musique, incluant Play Music que j'utilisais sur mon Samsung, et cet immondice qui est iTunes, je déteste iTunes, c'était littéralement ma raison numéro 1 de quitter l'iPhone, je n'ai trouvé aucune option pour parcourir les fichiers directement.
J'en ai besoin car j'écoute beaucoup de sagas MP3 amateurs qui ont bien souvent des métadonnées chelous, pas toujours de noms d'auteurs, des noms d'albums qui changent d'un épisode sur l'autre, etc. Ce qui met un bordel pas possible dans la liste des albums et rend donc bien plus compliqué de créer mes playlists. C'est là qu'une fonction parcourir trouve son utilité, car je peux aller directement chercher des dossiers dans lesquels j'ai rangé les fichiers audio. Raison pour laquelle j'utilise la version mobile de VLC, qui n'est toutefois pas pratique pour tout, pas mal de bugs dans la navigation. Maintenant, aujourd'hui, les utilisateurs ont tendance à se tourner vers des services de streaming musical comme Spotify, Deezer ou autres, mais vu les notes atroces que ces services ont tous dans l'App Store, on peut comprendre qui n'ait pas pris cette décision. Du coup, pour conclure, c'est un peu comme dans ma vidéo sur Kubuntu en fait. Ça fonctionne, mais ça fait par moments un peu pas fini, et tu sens qu'il manque encore pas mal de boulot pour que ce soit vraiment parfaitement utilisable par tout le monde. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi i plutôt qu'un autre? Après tout, c'est pas le seul OS dégooglisé qui existe. Il y a par exemple CalyxOS qui est le plus connu, ou encore YodeOS qui a l'avantage d'être français. D'ailleurs, YodeOS possède quelques arguments de poids pour se démarquer. Tout comme il vous propose de commander et de recevoir des téléphones neufs et reconditionnés avec leur OS directement installé dessus, son interface quant à elle est beaucoup plus proche de celle d'Android que de celle de l'iPhone, ce qu'un de mes confrères anglophones avait d'ailleurs fait remarquer. Moreover, YodeOS looks and feels like stock Android and doesn't try to appeal to its normal user base by looking like a cheap Chinese clone of iOS. Il vous donne la possibilité de choisir les applications que vous voulez avoir préinstallées sur le téléphone, et il offre une innovation intéressante, à savoir un tracker control, une application qui permet de bloquer automatiquement tous les trackers qui sont contenus dans les autres applications. En outre, si vous êtes comme moi et que vous préférez les launchers type iPhone à ceux de type Android, vous pouvez installer le launcher D sur Yode et ça se fait très facilement. Donc du coup, pourquoi utiliser Yode plutôt qu'I ? En fait, c'est assez simple et pour moi, ça se résume en 3 aspects: unicité, simplicité et objectif. Commençons par l'unicité. YodeOS se présente surtout comme un système basé sur Android et où l'on a installé une série d'applications open source créées par d'autres. C'est aussi le cas de i en un sens, sauf qu'I a créé un launcher différent d'une part et a modifié les applications pour leur faire présenter un look unifié d'autre part. Même si c'est encore un travail en cours, l'objectif est de donner à leur système une véritable personnalité. YodeOS de son côté a fait le choix inverse, ne pas toucher aux différentes applications proposées, ce qui fait qu'elles évoluent chacune dans leur propre direction. Ça se voit particulièrement avec les App Store. I a fait le choix de créer son propre App Store avec ses applications et son fonctionnement. YodeOS en revanche a fait le choix d'installer des App Store existants, F-Droid pour les applications alternatives libres et Aurora Store pour les applications classiques et grand public. Sauf que F-Droid et Aurora Store sont des applications différentes, créées par des équipes différentes, et elles arborent donc des interfaces et des fonctionnements différents. De fait, à l'heure actuelle, Yode est peut-être, et j'insiste sur le peut-être parce que j'y ai jamais touché, plus stable qu'I, puisque ses créateurs ont fait le choix de partir sur des applications déjà existantes et les plus efficaces possibles. Mais de fait, leur système risque de plus ressembler à un mélange d'outils différents qu'à une vraie interface unifiée. Ce qui nous amène à la simplicité. Oui, YodeOS propose d'entrée de jeu à l'utilisateur de n'installer que les applications qu'il souhaite, ce qui lui permet de faire sa propre tambouille avec le système. Mais c'est déjà quelque chose qui est réservé à des utilisateurs un minimum avancés. Quand on propose dès le départ de choisir si oui ou non on veut installer des trucs comme MicroG, qui est essentiel si vous voulez par exemple recevoir des notifications des applications du Play Store, si vous permettez à l'utilisateur de faire ce choix, vous lui donnez aussi la possibilité de casser le système sans le faire exprès. Et ce que ça renvoie pour moi comme signal, c'est que YodeOS va déjà s'adresser à un public qui est à l'aise avec certaines notions et qui est capable de faire certaines choses par lui-même. Typiquement, remplacer les applications de base, c'est quelque chose qui ne m'était littéralement jamais venu à l'esprit avant que je ne commence à m'intéresser aux alternatives libres. Jusque-là, pour moi, utiliser les applications de Samsung pour les SMS, les messages, les calendriers et tout, ça tombait sous le sens. Idem pour les App Store, un néophyte risque de se demander pourquoi il y a 2 App Store différents, quel intérêt? Là encore, il y a donc une différence d'approche. YodeOS s'intéresse davantage aux personnes qui sont déjà initiées aux alternatives libres, alors qu'iOS a une vision beaucoup plus grand public. Ce qui nous conduit aux objectifs. Et ici, la comparaison est simple. YodeOS a pour but de proposer un système Android dégooglisé pour ceux que ça intéresse. Quant à iOS, leur réflexion est assez différente. Ils l'ont dit, leur but c'est de proposer une alternative suffisamment crédible à Apple et à Google, au point, pourquoi pas, de leur prendre des parts de marché.
Ils veulent s'imposer comme le troisième choix en matière de téléphone tactile, raison pour laquelle ils ne se contentent pas de proposer un système pour téléphone, ils proposent aussi des services. C'est pourquoi ils insistent beaucoup sur l'utilité d'un compte i. Je vous rassure, j'ai utilisé pendant facilement 1 an mon Fairphone avec i dessus sans avoir de compte, et à part l'application Note que je ne pouvais du coup pas utiliser, je n'ai pas eu de problème. Les autres applications marchent toutes très bien sans avoir à faire de synchronisation. Mais là où i cherche vraiment à se démarquer, c'est justement dans le fait qu'il cherche à proposer la mise en place d'un écosystème informatique qui respecte la vie privée des utilisateurs. Un écosystème dans lequel vous pouvez synchroniser vos données, vos contacts, votre agenda, vos notes, mais aussi les fichiers de votre ordinateur. C'est pas un hasard si les créateurs d'Ubuntu Web, qui se veut l'alternative libre au Chromebook, l'ordinateur synchronisé par excellence, ont choisi les services dits pour remplacer ceux de Google. C'est justement parce que l'équipe de Gaël Duval est en train de défricher un nouveau terrain. Ils ont l'intention d'aller chercher au-delà des geeks de la vie privée comme moi ou vous. Ils veulent toucher le grand public, celui qui ne s'intéresse pas à la technologie, mais pour qui le téléphone doit juste être un assistant, un outil qui fonctionne. Là où, pour moi, i doit faire attention, c'est de ne pas oublier qu'une grande partie des utilisateurs de smartphones ne synchronisent absolument rien, et donc de faire en sorte que les applications fonctionnent tout aussi bien si on synchronise que si on ne synchronise pas. Vous l'aurez compris, i, c'est probablement l'un des projets les plus ambitieux, voire le plus ambitieux, pour proposer un téléphone qui respecte la vie privée de ses utilisateurs. Il a encore un certain nombre de défauts, mais je trouve qu'on leur tombe dessus un peu vite en les accusant d'être juste une boîte qui essaye de se faire du fric en surfant sur une tendance. Parce que oui, certains le font. Énormément de chemin a été fait pour le rendre plus utilisable, mais c'est sûr qu'il reste au moins autant de chemin encore avant que Murena n'apparaisse comme une alternative crédible à Google et Apple. Néanmoins, le fait qu'à l'heure actuelle leur projet semble se porter plutôt bien me rend confiant dans le fait qu'ils vont continuer à grandir. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, et à la prochaine tout le monde!